Bonjour, nous continuons notre cours sur les agrosystèmes et sur l'agriculture. Nous avons vu comment fonctionnait de manière globale un agrosystème. Maintenant, nous allons essayer de comprendre la variété des agrosystèmes et derrière les notions de rendement. Il faut bien comprendre que les agrosystèmes vont être différents en fonction de ce que l'humain va en faire. On va avoir des choix possibles lorsqu'on est un agriculteur, pour gérer son agrosystème, gérer son champ, qui peuvent être des choix de la variété à cultiver ou à élever. Ça peut être aussi la technique que l'on utilise, qui peuvent être des techniques différentes, qui peuvent être des techniques par exemple avec des machines, ou des techniques à la main, qui peuvent être des techniques qui utilisent beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, peu de pesticides, certains types de labourage, d'autres sans labourage, etc. Bref, il va y avoir tout un tas de techniques agricoles possibles. Et le choix va donc dépendre de l'agriculteur qui va essayer de faire en fonction des conditions dont il dispose. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il va, par exemple, vous voyez ici, on a deux élevages bovins, un élevage bovin en France, un élevage bovin, ici c'est au Tchad. Euh, à chaque fois, vous voyez, hein, il y a des bœufs derrière, on ne peut pas faire l'élevage de la même manière dans un endroit où il pleut souvent, où les températures sont plutôt faibles, et un endroit où les températures sont plutôt fortes, où il pleut juste quelques semaines par an. Euh, on ne va pas pouvoir élever les animaux de la même manière, cultiver de la même manière. Donc, l'agriculteur va faire des choix de ces techniques, mais ces choix ils vont être faits en fonction du milieu dont il dispose, de l'environnement. Les caractéristiques des agrosystèmes dépendent des choix d'agriculteurs, et ces choix sont limités par la disponibilité du milieu. L'une des manières de bien voir ceci, c'est par exemple de regarder quelque chose qui est important en France en termes d'agriculture, qui est la vigne. La vigne, il y a différents types de vignes, différentes variétés, on appelle ça des cépages pour la vigne. Il y a différents cépages et il y a différentes techniques agricoles. Les techniques agricoles peuvent être très différentes d'une région à une autre et qui vont donner du coup du raisin différent, qui va donner du vin différent. Et ça se voit si je regarde en France par exemple une carte de ce qu'on a appelé les terroirs agricoles. Les terroirs ici viticoles, donc les terroirs du vin, qui sont mis dans des couleurs, vous voyez, différentes, euh, correspondent à chaque fois à des techniques pour des techniques et des cépages, donc c'est-à-dire des variétés de raisins différentes, qui vont être faits en fonction de l'endroit, de l'ensoleillement, de la pluie, du sol, etc. Bref, vous allez avoir pour chaque endroit, chaque terroir, une technique différente et qui vont être adaptées à chaque fois à l'endroit où on fait. On ne peut pas cultiver en Champagne de la même manière qu'on cultive dans le Roussillon, par exemple. Ça, c'est pour le vin, mais on pourrait faire ça pour absolument toutes les cultures. Et si on regarde, on va pouvoir définir comme ça des zones en France, des zones qui correspondent à des techniques agricoles privilégiées, des plantes ou des animaux privilégiés, etc. Vous avez ici, par exemple, au sud de Paris, une région qui s'appelle la Beauce, dans laquelle on fait beaucoup de céréales, notamment du blé. Vous allez avoir d'autres régions, par exemple le Bessin qui est ici, qui est dans une région dans laquelle on va faire beaucoup d'élevage de, de vaches laitières, alors que dans le Nivernais, on fera beaucoup d'élevage de vaches à viande plutôt, etc., etc. Donc vous avez des terroirs. Chaque terroir correspond à la fois à des conditions spécifiques en termes de climat, en termes de sol, etc., mais également des techniques spécifiques pour chacun. Donc on appelle terroir une région, ces pratiques agricoles sont favorisées par les paramètres du milieu, le climat, le sol, les espèces vivantes, les habitudes humaines. Le choix des exploitants tend à définir un terroir. Les agriculteurs vont définir leur terroir en fonction de ce qui est possible. On ne va pas faire pousser des tomates dans un endroit où il gèle et où il n'y a pas beaucoup de soleil. On ne va pas cultiver des moutons avec une laine très épaisse dans les endroits très chauds et très secs, etc., etc. En plus de cela, toutes ces techniques vont permettre de mettre en place trois grands modes agricoles. Le premier mode, qui est le mode illustré ici, qui est le mode qui peut être fait par exemple si chacun a un jardin, c'est ce qu'on appelle l'agriculture vivrière. L'agriculture vivrière, elle a pour but d'apporter des produits agricoles dans une quantité qui est relativement faible pour
l'agriculteur ou éventuellement pour un petit réseau autour de lui. Il ne s'agit pas de faire des grandes quantités à exploiter, il s'agit de faire une partie pour lui, soit directement il consomme lui, soit à échanger contre d'autres produits proches. L'agriculture vivrière et qui est quelque chose qui est très important, notamment dans certains pays, mais qui reste sur des quantités faibles et qui en général a beaucoup de techniques manuelles, peu de mécanisation et utilise peu d'intrants. Autre méthode, on va avoir l'agriculture qu'on appelle extensive. L'agriculture extensive, là, le but, c'est vraiment de produire pour exporter, pour vendre. Hein. L'agriculteur, il va vivre de son activité ici, mais il a beaucoup de place. Et il va donc pas chercher à rentabiliser au maximum chaque carré, chaque mètre carré, mais il va chercher à obtenir derrière des produits en général de meilleure qualité qu'il pourra donc vendre plus cher. C'est un modèle où on va produire peu en quantité, sur des grands espaces, mais qui permettent derrière d'avoir des produits qu'on va en général vendre un petit peu plus cher. Donc ici, on a un modèle d'agriculture extensive pour un élevage. Vous voyez, hein, les vaches ont beaucoup de place. Ce qu'on voit pas en plus, c'est que les vaches n'ont pas que ce pré, elles ont d'autres prés à côté, donc elles vont changer de pré en fonction de la saison, etc. L'avantage, c'est qu'il y a besoin de mettre moins de foin, il y a besoin de moins de grandes structures, etc. Les vaches ont plus de place, donc elles se sentent mieux. Donc ça peut être quelque chose qui est parfaitement rentable d'un point de vue économique, mais qui a besoin de beaucoup de place et qui a besoin des conditions nécessaires. Autre modèle d'élevage, le troisième, ça va être au contraire l'élevage intensif. Donc vous voyez ici on a encore un élevage bovin. Alors ici on est à l'étable, hein. Les vaches elles sortent dans des prés de temps en temps, elles ne restent pas en permanence ici, et vous voyez que les vaches ont peu de place dans l'étable. Il y a beaucoup de vaches sur un petit espace, on va essayer de produire le plus possible sur un petit espace. L'avantage c'est qu'on va gagner de l'espace, donc pour avoir d'autres activités à côté, etc. Ça peut être pour préserver l'environnement à côté, ça peut être pour plein de choses. Le problème, c'est qu'on va avoir tout un tas de problèmes liés au fait, par exemple, d'entasser des animaux au même endroit, etc. Donc, c'est un autre modèle qui a aussi ses avantages et inconvénients qu'on appelle l'élevage intensif. On va essayer de produire le plus possible sur un espace réduit. Donc, on distingue usuellement trois grands modèles de culture. L'agriculture vivrière, où on répond de quoi répondre aux populations locales sans exportation de biomasse. Donc, on ne va pas vendre énormément à l'extérieur du village ou de la petite région. L'agriculture extensive, où on favorise une production faible de grands espaces, qui a l'avantage de modifier peu l'environnement. J'ai besoin de grands espaces pour ça. Et l'agriculture intensive, où l'on produit beaucoup sur de petites surfaces. Le problème, c'est que ça a un impact important sur l'environnement. Tout ça, vous voyez, je commençais là-dedans en vous parlant des trois types d'agriculture, vous parlez d'une notion importante, la notion de rendement, qu'on va voir juste après. La notion de rendement doit être séparée entre rendement agricole et rendement écologique. Un rendement, hein, c'est, que ce soit en économie, en sciences ou n'importe quoi, ce que l'on obtient par rapport à ce que l'on a investi. L'agriculteur va investir, va mettre des efforts et va obtenir derrière de la biomasse. Biomasse qui peut être des grains de blé, qui peut être du lait, qui peut être de la viande, qui peut être tout un tas de choses, mais c'est de la biomasse qu'il obtient. Cette biomasse, elle est produite par les végétaux ou les animaux à partir de ce qu'on leur donne. Les végétaux, ça va être à partir de l'eau qu'ils obtiennent, des minéraux qu'ils prennent en général dans le sol, et du soleil, de l'énergie du soleil. Les animaux, ça va être principalement à partir de leur nourriture qu'ils vont produire la biomasse. Donc il y a quelque chose qu'on leur apporte, quelque chose de la biomasse que l'on reprend. Hein. Vous, dans un écosystème, vous allez avoir un apport, alors qu'il soit l'apport naturel, par exemple le soleil, soit l'apport apporté par l'agriculteur, ici l'apport d'engrais, et on récolte, c'est l'exportation de biomasse. Le rendement, c'est l'exportation sur ce qu'on a apporté. Les extrants divisés par les intrants. Les intrants, hein, c'est par exemple les engrais que l'on va utiliser. La récolte exporte une partie des ressources d'agriculture. Dans la plupart des systèmes, on compense cette perte par ajout d'intrants, notamment des engrais, pour fertiliser le sol, notamment pour la matière minérale. Ces intrants, du coup, vont être la partie que l'on apporte. On mesure l'efficacité d'un écosystème par son rendement écologique, le rapport entre les extrants et les intrants. Le rendement écologique est toujours inférieur à 1. On apporte toujours plus que ce que l'on va retirer. C'est assez logique, hein. Il y a une partie qui se perd, qui est mangée par d'autres animaux, qui est consommée par le végétal ou l'animal pour vivre, etc., etc.
Attention, parfois on parle de rendement agricole. Le rendement agricole, ce n'est pas la même chose. Le rendement agricole, c'est un moyen de mesurer l'argent et la quantité, enfin la quantité de biomasse, puis l'argent qui va être associé avec, que reçoit l'agriculteur sur ses champs. Le rendement agricole, c'est pas un rendement au sens propre, c'est une manière de quantifier la production agricole. Ça n'a pas de rapport. Vous avez vu, il y a donc dans la notion de rendement la notion d'intrants. Les intrants, aujourd'hui on utilise des engrais, mais vous doutez bien que dans un écosystème naturel, il n'y a pas d'engrais derrière. Il y a quand même un moyen d'apporter les sels minéraux, etc. Ce moyen, eh ben, ça va être le sol. Et le sol va être un élément extrêmement important de l'agriculture. Ce qu'on va voir maintenant, c'est le grand 2, les caractéristiques des sols et la production de biomasse. Et on va voir dans le premier temps l'origine et la nature des sols. C'est quoi concrètement un sol? Alors quand je parle de sol, on est bien clair, il ne s'agit pas du sol d'une maison ou d'un appartement. Il s'agit de ce qu'on appelle la terre, parfois. Vous savez, cette substance qui est par terre, qui est en général un peu marron ou un petit peu rouge, ça dépend des endroits, sur lesquels poussent les végétaux. C'est ça le sol. C'est ça dont on va parler actuellement. Ce sol, c'est l'endroit d'où les végétaux tirent leur matière minérale. Alors les végétaux, ils sont à la base de tout l'écosystème. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que les végétaux vont tirer leur matière minérale, notamment l'eau, mais également les sels minéraux, hein, le potassium, le calcium, le magnésium, etc., etc., du sol. Dans un agrosystème, ça fonctionne exactement de la même manière, sauf qu'en plus, on aide parfois le sol en apportant des choses en plus. Mais le sol reste quand même extrêmement important. Le sol, comment est-ce qu'il va se produire? Il y a deux parties dans le sol. La première, c'est une partie minérale, une partie qui n'est pas du tout biologique. Donc vous avez ici un sol, et vous remarquez ici qu'on voit en dessous la roche, qui est en dessous, sous le sol, il y a toujours un moment de la roche, quand on creuse au bout d'un moment. Et on voit les morceaux de cette roche qui ont été pris dans le sol petit à petit. Grâce à l'altération, à l'érosion, on en a déjà parlé, des morceaux des roches en dessous vont passer, vont monter, vont être pris dans le sol et vont former ce qu'on appelle la matière minérale du sol, c'est-à-dire la matière qui n'est pas d'origine vivante. Cette matière-là vient de l'érosion et de l'altération des roches qui étaient en dessous, qu'on appelle les roches sous-jacentes, ça veut simplement dire qui étaient en dessous, et ça va apporter un tas de choses, par exemple du magnésium, du calcium, des sels minéraux, c'est ce qu'on appelle la partie minérale. Mais si je regarde le sol, je n'ai pas que ma partie minérale. Je vais également avoir des êtres vivants, ou cette partie noirâtre qui est ici, qui est là, qui sont en fait des restes d'êtres vivants. Des restes d'êtres vivants morts. Alors ça peut être des petits morceaux de bois, ça peut être des petits morceaux de feuilles. Vous voyez ici on a un petit morceau de feuilles. Ça peut également être des restes de cadavres d'animaux ou de bactéries. Et donc vous allez également avoir une partie organique. Alors cette partie organique, hein, il y a deux parties. Il y a la partie noire qui vient des cadavres, on va parler. Et puis il y a les êtres vivants dans le sol. Les êtres vivants dans le sol, il y en a en fait énormément. Regardez, ça c'est juste sur un petit peu de sol. On a regardé tous les êtres vivants qu'il y avait, donc c'est vu avec une loupe binoculaire. Vous voyez qu'il y en a plein, et plein de différents. Et là, on regarde que les animaux, il y a plus des végétaux, etc. Donc vous allez avoir plein d'êtres vivants différents qui vivent dans le sol et qui font la partie organique. Donc le sol est une composante fondamentale d'un écosystème. Il comprend deux composantes, une composante minérale, qui est produite par l'altération des roches sous-jacentes et éventuellement le dépôt de sédiments, et une composante organique qui est produite par par les êtres vivants. Cette composante organique, je l'ai dit, c'est à la fois les êtres vivants qui sont toujours vivants, et également les êtres vivants morts qui sont morts dessus, que ce soit des animaux ou des végétaux, qui ont été en partie détruits par les êtres vivants décomposeurs, mais il y a toujours une petite partie qui reste. Cette petite partie qui reste, elle va dans le sol, elle va enrichir le sol. Et en enrichissant le sol, elle va lui permettre d'aider au développement, par exemple, des végétaux. La composante organique est à la fois la matière des êtres vivants et la matière des cadavres, modifiés par les organismes décomposeurs. Donc dans le sol, j'ai de la matière organique qui, euh, qui est des êtres vivants qui peuvent se manger les uns les autres, mais également la matière organique des décomposeurs qui vivent pas forcément, enfin des êtres vivants mangés par des décomposeurs et des êtres vivants qui vivent pas forcément dans le sol, qui vivent par exemple sur le sol et puis quand ils meurent, ils arrivent sur le sol, ils sont décomposés, il y a la matière organique.
Du coup, en étudiant le sol, je peux avoir toute la chaîne trophique, c'est-à-dire toute la chaîne alimentaire que l'on a dans un écosystème. Il me suffit d'étudier le sol pour avoir toutes ces chaînes alimentaires. Le sol reflète à lui seul les chaînes trophiques d'un écosystème. Bien. Donc maintenant on sait de quoi est composé le sol, on sait d'où il vient. En quoi est-ce qu'il intervient, le sol? C'est la deuxième partie, le rôle écologique des sols. Première chose, je l'ai dit, les sols sont la base pour la matière minérale des végétaux. Or, les végétaux servent pour tout le monde. Donc, les sols sont extrêmement importants pour tous les êtres vivants. Et dans un écosystème naturel, c'est un lieu où se passe en gros la moitié de la vie. Une fois que on a été mangé, que les êtres vivants sont morts, toute la partie qui est liée aux décomposeurs et du coup à l'absorption par les végétaux se passe dans le sol. Dans un agrosystème, du coup, le sol va également être pareil. Il va falloir aider le sol parfois, puisque l'on prend quelque chose ici. À un moment, il va falloir compenser en mettant des engrais, j'ai déjà parlé. La biosphère, et notamment les végétaux, ont besoin d'éléments minéraux qui prélèvent dans le sol. Ces éléments minéraux, ils viennent de deux sources. Soit ils viennent des roches qui sont en dessous. Ici, vous avez du calcaire, ça contient du calcium. Donc, lorsque j'abîme le calcaire, je fais de l'érosion, je fais de l'altération, je vais me retrouver avec des petits éléments de calcium dans le sol, éléments de calcium que les végétaux au-dessus, ici, peuvent prendre. Autre source d'éléments minéraux, sont les êtres vivants qui meurent. Les êtres vivants qui contiennent des minéraux, vous contenez des minéraux, une vache contient des minéraux, un chêne contient des minéraux, une fleur contient des minéraux, etc. En mourant, se décomposant sur le sol, ils vont laisser leur matière minérale qui va pouvoir servir pour les végétaux qui suivent. Ici, ce cadavre de vache va servir à nourrir les plantes qu'on voit ici, les herbes autour. Donc les minéraux proviennent de deux sources distinctes, l'altération des roches sous-jacentes et le recyclage de la biomasse morte. Les êtres vivants assurent donc la fertilité des sols en recyclant la biomasse. En détruisant la biomasse, je remets des sels minéraux qui assurent la fertilité des sols. Voilà pour aujourd'hui. Il nous restera la semaine prochaine le dernier point à voir, qui est la gestion durable des agrosystèmes, que tu as un point court, on verra ça, qui est l'idée que il va falloir gérer les champs pour pouvoir à la fois nourrir toute l'humanité et assurer notre prospérité sur le long terme, pas juste pour 10 ou 20 ans. Voilà, vous avez maintenant à recopier le cours et à l'apprendre et je vous vois la semaine prochaine.